C'est le Kidam, et cette vidéo est la suite du diptyque de Maudin Malin et moi, mais cette fois-ci je serai seul. Nous allons donc parler du racisme anti-blanc à l'échelle mondiale, et du racisme anti-français, anti-catholique, à l'échelle de notre pays. Ce n'est pas une vidéo faite pour entrer dans un discours victimaire, mais plutôt un florilège d'exemples pour prouver que la gauche nous bassine depuis bien trop longtemps avec leur racisme systémique, alors que le seul racisme qui soit systémique en France, c'est le racisme anti-blanc, anti-français, anti-catholique. Nous allons donc revoir les fondamentaux et de nouveaux cas. Commençons par définir le racisme. Selon les woke, le racisme ne peut pas s'appliquer aux blancs car il n'est pas infligé par le système lui-même. Selon eux, il s'agirait de faits isolés, de discrimination. Les sociologues comme Éric Fassin affirment que ce phénomène n'existe pas dans les sciences sociales. Sur internet, même Wikipédia qualifie le racisme anti-blanc d'expression. Plusieurs facteurs sont à l'origine d'un endoctrinement conséquent, notamment le domaine de la culture. Je vais majoritairement orienter les cas vers notre territoire. Nous arrivons dans des thèmes où le racisme anti-blanc est très présent et très variable selon le pays. Je suis donc obligé de filtrer les affaires. Ce qui est inquiétant, c'est de voir des médias culturels comme France Culture donner de la visibilité à des personnalités comme Édouard Glissant, qui a autrefois écrit au sujet de la créolisation, phénomène qu'il encourage. La créolisation est toujours baroque. Maintenant, la créolisation peut se faire sous des formes violentes ou non. Il me semble qu'il peut y avoir des créolisations sans violence, pourtant je cherche des exemples et je n'en trouve pas. Cela fait froid dans le dos de se dire que ce militant antiraciste pense que pour la créolisation, la violence est nécessaire. Et cet homme en fait la promo sur nos services publics payés par nos impôts. Mais vous allez voir que les services publics sont les principaux responsables de ces nouveaux phénomènes. Lauriane Mélière est une journaliste et fondatrice d'une agence de rédaction française qui a notamment travaillé pour Canal+. Cette journaliste a mis en ligne une carte interactive des restaurants tenus par des non-blancs, anciennement trouvables sur le média Vice. Ce qui est plutôt étonnant, pour une antiraciste, de hiérarchiser les restaurants des autres cultures. À cause d'elle, l'autre devient un divertissement pour le blanc. Un moyen de faire couler l'argent du bon côté selon ses termes. Marquer les restaurants par l'ethnie du propriétaire nous rappelle les années 30. En 2017, à Paris, un collectif afroféministe a organisé un festival avec certaines activités fermées aux blancs. Ce séparatisme est plutôt inquiétant, mais il a enragé les Français seulement lorsqu'ils ont appris que ces activités pour les non-blancs se déroulaient dans des locaux publics payés par leurs impôts. Il a fallu la mobilisation d'énormément de personnalités publiques pour qu'Anne Hidalgo s'explique sur ces agissements totalement illégaux et anti-républicains, et pour que les principaux concernés affirment que les activités non mixtes ne se déroulaient pas dans les lieux publics mais privés. Ce n'était hélas pas la première fois. Durant une soirée progressiste, le DJ Fanaya a crié aux blancs d'aller à l'arrière de la piste de danse pour laisser place aux racisés. Il a également ajouté que les non-blancs étaient prioritaires sur les blancs. Un peu plus tard, en juillet 2021, il annulera sa venue au fameux bal des migrants, bal où était censé se dérouler une décolonisation du dance floor. J'ai remarqué qu'ils aimaient beaucoup que les blancs aillent à l'arrière de leurs événements, ce qui est plutôt ironique, car les blancs présents partagent la même propagande qu'eux. Et on voit que le camp adverse est beaucoup plus hiérarchisé qu'on ne le pense. À Tours, une marche contre les LGBT-phobies, quelle horreur ce mot, a été annulée, car les organisateurs ont menacé les potentiels blancs qui comptaient venir. La non-mixité n'est en aucun cas négociable et toute personne blanche qui essaiera de s'incruster dans ce cortège se fera cordialement ou non dégager. Ils revendiquent clairement qu'ils useront de la violence si des blancs se joignent à eux. En décembre 2021 à Paris, nous avons pu voir l'apparition d'un marché de Noël fermé aux commerçants blancs intitulé « Je consomme noir ». Et c'est bien eux qui nous parleront d'appropriation culturelle. Ils ont parfaitement respecté la magie de Noël en empêchant aux blancs d'exposer à leur côté. Je n'ose imaginer les réactions si nous avions créé un marché de Noël intitulé « Je consomme blanc ». Un autre cas très connu et très inquiétant, ces fameuses réunions d'un syndicat étudiant interdites aux blancs, l'UNEF. L'UNEF est un syndicat défavorablement connu pour ses dérives identitaires. Même leurs représentants incarnent l'échec de l'assimilation, de l'égalité, de la fraternité, du vivre ensemble et de toutes ces valeurs-là. La présidente de l'UNEF s'était fait connaître le jour de l'incendie de Notre-Dame en tweetant « Je m'en fiche, on ne va pas pleurer pour des bouts de bois, c'est un délire de petits blancs ». Ce syndicat n'a pas hésité à jeter en pâture de professeurs en relayant des accusations affirmant que les deux enseignants étaient islamophobes. Mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Ces élèves soutenaient le festival de musique afroféministe dont je vous parlais précédemment. Comme quoi, ce sont des petites sphères radicalisées, toutes liées entre elles, qui grâce aux réseaux sociaux, lavent le cerveau d'énormément de personnes. Toujours dans le registre des interdictions, le camp d'été décolonial. Évidemment, interdit aux blancs. Non, vous ne rêvez pas. Ils vont toujours plus loin dans leur délire. Mediapart a été le seul média à pouvoir couvrir l'événement, je vous laisse deviner pourquoi. Je me demande en revanche comment ils se sont arrangés. L'équipe de Mediapart est également dans une non-mixité flagrante. Même Génération Identitaire n'aurait pas osé. Vous vous doutez bien que si les syndicats étudiants étaient déjà contaminés par le progressisme, les syndicats d'enseignants le sont aussi. La LICRA a attaqué le syndicat Sud Éducation Saint-Denis pour son stage syndical non mixte. J'espère que vous êtes satisfait de l'utilisation de l'argent public. N'est-ce pas ça le racisme systémique? L'utilisation de votre argent contre vous, en formant des professeurs dans des délires racialistes qui eux-mêmes endoctrinent vos enfants. Vous avez l'air encore d'en douter. Je continue. Mais ne vous inquiétez pas,
Sachez que votre argent public sert également à financer des écoles publiques, comme celle de Marseille, dans laquelle l'islam est enseigné de manière illégale. Les garçons sont séparés des petites filles qui elles-mêmes sont voilées. Un islam bien radical, bien extrême y est enseigné. Et vous savez comment les barbus radicaux aiment nous autres Français. Une usine à bombe à retardement, sans mauvais jeu de mots. Vous êtes fatigué et attristé par ces vidéos? Pas de soucis. Vous avez besoin de repos? Quoi de mieux que des vacances salafistes financées par vos durs labeurs? Séjour avec repas halal et prières compris pour le même prix. Mais en plus de ça, ces colonies reçoivent des fonds de l'Arabie Saoudite. Vous savez, ce pays très ouvert d'esprit. Ces vacances sont aussi soutenues par des élus locaux et du personnel de mairie qui les aident à dissimuler leur agissement. Cela fait des années que l'islam radical prend le dessus sur notre pays en imposant son modèle social. Déjà, en 2016, dans les Bouches-du-Rhône, un parc aquatique avait été réservé durant une journée pour les femmes en tenue de bain islamique et leurs enfants. Le séparatisme a lieu depuis de longues années. Mais le mot séparatisme est né dans la bouche de nos dirigeants bien plus tard, pour préserver une pseudo-paix sociale. Je ne développerai pas sur les livres radicaux vendus à Roubaix qui font l'apologie du djihad, évidemment en vente libre, multipliant ainsi vos chances de recevoir une pluie de projectiles à la terrasse d'un café. Et après avoir passé une dure journée de travail sur le retour vers votre maison dans des transports bondés d'usagers, après une journée harassante qui indirectement financera celui qui vous tranchera la gorge, vous constatez les affiches qui représentent le blanc comme un nuisible. Épuisé et nostalgique de l'ancienne époque, vous vous installez sur votre canapé et allumez votre télé. Et vous constatez que tout a changé. Tout est conformé à une idéologie qui n'est pas la vôtre. Dans les publicités, de Réponse à Blanche-Neige jusqu'à votre paquet de M&M's. Peu importe la fiction, tous les personnages sont remplacés. La petite sirène jusqu'au dieu nordique dans le film Thor. Ils iront jusqu'à l'épouse d'Henri VIII d'Angleterre. Ils s'approprient l'histoire, nos références. La haine du blanc est viscérale au point où le système tente de l'effacer, petit à petit. Le travail représente en moyenne plus de 11 années consécutives de notre vie sans interruption. Vous vous doutez bien que si notre culture et notre éducation ont été touchées, le monde du travail l'est encore plus. Le progressisme n'a épargné aucun domaine. Commençons encore par nos chers États-Unis. Après la mort de George Floyd, un des cofondateurs de Reddit, un réseau social communautaire américain très puissant, a démissionné de l'entreprise pour se faire remplacer par une personne noire. Rien de mieux pour alimenter la haine contre les noirs en créant un emploi pour une personne qui n'est pas légitime pour occuper ce poste. Une autre personnalité influente qui s'autoflagelle et dénonce l'esclavage d'une autre époque, au lieu de dénoncer celui qui a encore lieu actuellement en Mauritanie, en Libye et bien d'autres pays. Mais les firmes américaines qui se répandent chez nous ne se privent pas de concurrencer les travailleurs français en négligeant les contrôles, en laissant des sans-papiers frauder pour travailler en tant que livreurs. Suffisamment efficace et rentable pour que les Suédois s'y mettent. Non, je parle vraiment des Suédois, pas des Arabes. Ikea a proposé des formations professionnelles aux personnes réfugiées avec pour objectif de les embaucher. Donc en plus de faire des meubles impossibles à monter, ils mettent à l'épreuve une fois de plus le travailleur français sur son sol. Bien plus grave, Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions, a décidé, elle et ses équipes, de se séparer de plus de 1000 salariés. Une occasion pour elle, selon ses mots, d'ouvrir la chasse aux mâles blancs de plus de 50 ans. Celui qui maîtrise les médias peut largement influencer le peuple. Alors quand on voit ce genre de propos tenus publiquement par des personnes qui tiennent les chaînes de télé, on peut se dire que notre lobotomisation n'est pas due à un large panel d'individus. Je vous montre une fois de plus que vos impôts vous ruinent et participent à votre remplacement. Mais ce n'est toujours pas terminé. Cette vidéo commence à ressembler à une liste de courses, c'est inquiétant. Aussi ridicule qu'est Marlène Schiappa, elle a tout de même parlé de purge dans la RATP pour écrémer ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Le métro étant déjà un lieu désagréable, sale, bruyant et dangereux, suffisamment pour exiger que le personnel ne soit pas radicalisé. D'autant plus quand ce sont vos impôts qui les paient. Vous me direz que pratiquer une autre religion est plutôt de l'ordre du grand remplacement que du racisme anti-blanc. Mais lorsqu'on voit que les radicaux de ces religions-là veulent nous détruire car notre mode de vie est propre aux infidèles, je me permets de l'inclure. Ce racisme systémique est même présent dans les écoles touchées par le progressisme, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. Selon moi, ce sont les cas les plus alarmants, car les nouvelles générations seront motrices de cette idéologie dangereuse et nauséabonde. Certains campus aux États-Unis ferment des zones aux blancs pour, je cite, préserver les identités marginalisées. Des expositions d'art dans ces mêmes écoles sont réservées aux pro-noirs. Même les blancs, qualifiés d'alliés qui partagent cette idéologie ségrégationniste, sont invités à ne pas venir à l'événement, pour que celui-ci reste, je cite, sûr pour les raciser. Décidément, ils ne retiennent jamais de leurs erreurs. Durant les manifestations des Black Lives Matter, une zone basée sur l'autogestion et fermée aux blancs avait vu le jour à Seattle. Une zone de liberté qui a vite tourné au cauchemar. Dégradation, meurtre, et pourtant l'homme blanc n'était pas là pour imposer le racisme propre à son système. Sauf lorsqu'il a fallu intervenir pour sauver les victimes. Vous pensiez vraiment que ça n'arrivait qu'aux autres? Eh bien vous vous êtes trompé. En France, durant l'été 2020, Sciences Po, cet institut d'études politiques mondialement connu, suggérait un large panel de lectures, propagande de la lutte antiraciste. Fragilité et suprématie blanche, de quoi nous faire pâlir. Pour dédramatiser, nous pouvons retourner aux États-Unis. Vous pouvez rire jaune de leur malheur en croisant les doigts pour que la bêtise ne s'importe pas chez nous. Dans la prestigieuse université d'Harvard, le concours d'entrée présentait des critères de sélection inhabituels. Le candidat avait un bonus ou un malus attribué en fonction de son ethnie. Les blancs commençaient avec 310 points de retard en comparaison des candidats noirs
et avec 130 points de moins que les candidats hispaniques. Pour eux aussi, ce fonctionnement était inimaginable chez eux. Trump a mis fin à cette ignominie, mais nous n'en sommes pas à l'abri pour autant. Cela pourrait se produire chez nous. Réfléchissez bien au candidat pour lequel vous allez voter. Après tout ce que vous venez d'entendre, vous devez bouillonner sérieusement. Surtout, si on ne vous avait jamais parlé de tous ces exemples. Accrochez-vous, nous avons encore un peu de route. La justice française est particulièrement étonnante dans bon nombre de cas. Par justice, je n'entends pas seulement les peines attribuées par la justice avec une majuscule, mais plutôt le traitement injuste des Français. Un deux poids deux mesures constant sur tous les domaines. Des exemples valent mieux que des mots. Durant le gros virus, l'État a choisi d'établir un couvre-feu très strict avec une amende de 135 € à ceux qui ne le respectaient pas. Nous avons vu une police déterminée à attraper les contrevenants jusqu'au déploiement d'hélicoptères et de drones dans des zones plutôt désertes pour pénaliser ces Français encore libres. Nos dirigeants se sont empressés de nous rappeler qu'il s'agissait de la sécurité nationale. Vous vous souvenez? Pourtant, une tolérance a été accordée aux musulmans dans certains départements durant le Ramadan. Nous avons également vu certaines zones comme Saint-Denis, certains quartiers près de Lyon, ne pas respecter ces mesures-là. Ces mêmes zones qui se sont livrées à des rodéos urbains pendant que les autres étaient enfermés. Un enfant de 5 ans percuté par un de ces chauffards suédois. Non, là je parlais pas des habitants de Suède, essayez de suivre. Où étaient les hélicoptères à ce moment-là? Deux poids, deux mesures. Des zones de non-droit ont commencé à apparaître un peu partout. Des zones où la police ne peut plus intervenir. Suffisamment pour arriver dans les salles obscures sous forme de fiction. Mais la réalité dépasse toujours la fiction. Des zones peuplées majoritairement de l'autre. L'autre fait sa loi en dépit de la République. En revanche, notre système ne te laissera jamais faire comme l'autre. Et si tu le critiques, il te mettra de côté. L'autre te déteste, il veut ta destruction et ne s'en cache pas. Au moindre acte antisémite, la police se trouve devant les lieux de culte des juifs. Je peux le concevoir. Mais où sont les policiers pour garder nos églises? Après le père Hamel, après que nos cortèges de croyants soient attaqués, après tous ces meurtres dans les églises, après l'incendie volontaire de nos lieux de culte, après les 1000 actes antichrétiens par an. Mais quand nos agresseurs sont enfin attrapés, après s'être introduits armés dans une église en djellaba avec un Coran, une fois arrêtés, ils sont traités comme des déséquilibrés mentaux et non des terroristes. En revanche, quand un groupe un peu à droite de campagnards accumule plus de 3 carabines, c'est le retour de la peste brune, du bruit des bottes et des peines de prison pour chacun d'eux. Le racisme anti-blanc dont nous avons parlé jusqu'à maintenant n'était pas réellement physique. Nous avons parlé d'un traitement différent, un deux poids deux mesures entre les blancs et les non-blancs. Là, nous allons changer d'univers. Commençons par introduire l'aspect physique avec 2 cas à l'étranger. Je ne les développerai pas plus que ça, je vais vous diriger sur 2 vidéos qui traitent en détail de ces affaires. En Angleterre et à Rotterdam, de vastes réseaux pédophiles pakistanais ont pu perdurer durant de longues années dans le silence le plus complet des autorités. Les enfants étaient violés, torturés, humiliés, les pires sévices leur étaient infligés gratuitement. Ce silence était dû à la volonté de ne pas être accusé de racisme. Les militants progressistes sont tous responsables de ce genre d'actes abominables. L'État anglais a défendu les bourreaux des victimes en étouffant volontairement l'affaire. L'autre cas est celui du massacre des fermiers blancs en Afrique du Sud. Si nous suivons la définition du racisme anti-blanc de Wikipédia, les meurtres effroyables des fermiers, les vols, l'expropriation de leurs terres, les menaces explicites de leurs dirigeants ne seraient qu'une expression, un sentiment d'insécurité ou toute autre qualification qui ne serait pas le terme racisme, même s'ils sont tués car blancs. Grâce à ces 2 cas, nous prouvons que le racisme est non seulement systémique, mais aussi physique. Les conséquences sont bien réelles. Zofsilog a fait plusieurs vidéos à ce sujet, extrêmement bien documentées, paix à son âme, je vous recommande vivement de les regarder. Bien heureusement, nous n'en sommes pas au point de l'Angleterre ou de l'Afrique du Sud. Les désagressions violentes envers les blancs commencent à apparaître de plus en plus. Nous arrivons au dernier chapitre de cette vidéo. Je ne savais pas comment nommer cette partie. Elle regroupe encore quelques cas et ma réaction aux propos aberrants de certaines personnalités publiques. Commençons par un chiffre révélateur. Sur Facebook, le réseau social mondialement connu, 90% des discours haineux supprimés par la plateforme concernent les blancs et les hommes. Je n'ai rien à ajouter, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans l'état du Minnesota, un nouveau cas de racisme anti-blanc proche de la science-fiction est apparu. Fin 2021, dans les hôpitaux de cet état, les non-blancs étaient prioritaires sur l'accès aux traitements médicamenteux pour lutter contre la propagation de la grosse maladie. Je ne la nomme pas, j'ai peur de me faire encore supprimer ma vidéo. C'est tellement gros que je me demande si les politiques ne font pas exprès de mettre de l'huile sur le feu. Je vais en décevoir certains, mais je ne suis pas du tout intéressé par le domaine du football. Et j'ai découvert avec stupeur que Pierre Ménès avait déjà répondu indirectement à Lilian Thuram, en lui reprochant de ne jamais cautionner le racisme anti-blanc. Je vais vous donner un exemple très précis, celui de mon fils, que j'ai essayé de mettre au foot, il avait aucun talent, mais j'ai essayé de le mettre au foot, évidemment. Il est allé, et il a dit, au bout de 2 fois, il a dit, papa, j'y vais plus. J'ai dit, mais pourquoi tu vas plus? Il dit, on me parle pas, on me dit pas bonjour, on me passe pas la balle, on prend pas la douche avec moi. Combien de Noirs et d'Arabes vivent ça pour un travail, ne serait-ce que pour... Non mais Pierre... C'est plutôt intéressant car Pierre n'est pas connu pour ses positions politiques. C'est un simple kidam passionné de foot qui déplore la non-mixité de ce sport. Et ses dérives racistes. Là où ce terme était réservé à l'extrême master super droite, il se démocratise petit à petit. Je pense vous avoir démontré par des faits qu'il n'y a aucun doute sur le racisme anti-blanc. Désormais, je vais me pencher sur quelques arguments de mes adversaires pour finir en beauté.
Je vous avoue que je n'ai pas creusé plus que ça, je ne suis pas branché négationnisme. Est-ce que vous trouvez qu'en France, il y a véritablement une ambiance anti-blanc? Le concept de hiérarchie des personnes selon la couleur de peau, c'est une pensée européenne. Dans cet extrait, Lilian Thuram affirme que c'est un truc d'hommes blancs européens que de hiérarchiser les hommes par leur couleur, et il nous déballe les arguments de la colonisation starter pack. Mais selon Chouki El Hamel, historien marocain, les concepts de race et de racisme ne sont pas une invention euro-américaine. Et d'ailleurs, toi qui aimes tant l'histoire, la durée de la traite arabo-musulmane ne t'a pas aiguillé sur ton raisonnement? Extrait suivant. Ah, un documentaire toujours très sérieux d'Agi+, je sens qu'on va s'amuser. C'est quelque chose qui existe depuis des siècles, et changer une culture n'est pas facile. Alors je suis d'accord avec toi pour une fois, et tu as choisi la voie parfaite pour faire changer d'avis tes opposants. Tu cours après un ballon devant des millions de spectateurs blancs pour les divertir. J'admire ton militantisme. Ce qui est bien avec Agi+, c'est qu'une connerie peut en cacher une autre. Est-ce que vous avez dû vous désolidariser de l'attaque de Christchurch? La présentatrice nous demande si nous avons déjà dû nous désolidariser des attentats de Christchurch pour tenter de nous montrer notre privilège blanc. En fait, là, elle joue avec les sentiments de son spectateur, en prenant des exemples épouvantails. Alors oui, je n'ai jamais dû me désolidariser de cet attentat-là. En revanche, nous autres, blancs, nous devons nous désolidariser d'une époque coloniale que nous n'avons pas connue, malgré le fait que ça soit un anachronisme que de poser votre jugement moderne sur une société lointaine. D'ailleurs, c'est toujours marrant d'entendre des présentateurs d'Agi+ parler de racisme et d'esclavage. Votre chaîne appartient au Qatar, et le Qatar ne se prive pas d'utiliser des esclaves, majoritairement noirs, pour la construction de diverses infrastructures du pays, notamment pour la Coupe du Monde de football 2022. Mais je n'ai pas entendu Lilian Thuram ou votre chaîne d'islamistes critiquer ces méthodes-là. Où est notre footballeur antiraciste? Pour conclure, je dirais que vous vous servez d'une lutte qui aurait pu être noble si vous ne tentiez pas continuellement de vous en servir pour dominer le blanc. Vous nous avez accusés de racisme, on vous a prouvé qu'on en subissait. Vous avez essayé de montrer que notre système était raciste, et nous venons de voir qu'il l'était effectivement, mais pas uniquement dans le sens qui vous arrange. C'est tellement triste de retomber dans des luttes identitaires. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours appris qu'il n'y avait pas de race, mais que des couleurs. Et vous balayez des années de combat de vos prédécesseurs pour tenter d'acquérir un peu de pouvoir. Fais tourner cette vidéo, jette un œil à la description, abonne-toi, c'était le Kidam.